Bonjour à toutes et à tous. Il est 11 heures. C'est le deuxième webinaire de cette semaine nationale de la dénutrition. Je suis Jérôme Gage pour le collectif de lutte contre la dénutrition et au nom d'Éric Fontaine, le président du collectif de lutte contre la dénutrition et toute l'équipe, on veut vraiment vous remercier toutes et tous pour votre présence aujourd'hui et votre mobilisation plus largement à l'occasion de cette première semaine nationale de la dénutrition. Je veux d'abord commencer par remercier notre partenaire Idealco, la plateforme collaborative qui nous accueille aujourd'hui techniquement et très chaleureusement pour organiser ces webinaires. Donc, 5 webinaires à l'occasion de cette semaine. Le lancement a eu lieu hier depuis le ministère de la Santé et des Solidarités. Vous pourrez retrouver cette conférence inaugurale sur le site du collectif de lutte contre la dénutrition. Il sera mis en ligne aujourd'hui, luttecontreladénutrition.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de dénutrition et Covid, mais n'oubliez pas qu'il y a 4 autres webinaires organisés chaque jour. Nous nous retrouverons également lundi 16 novembre à 11 heures pour parler de dénutrition et personnes âgées. Nous nous retrouverons également le mardi 17 novembre pour parler de la prévention de la dénutrition. Attention, l'horaire est à 14h30. Et nous nous retrouverons enfin le mercredi 18 novembre, toujours à 11 heures, pour parler de dénutrition et cancer. Et bien évidemment, à chaque fois, ces webinaires seront mis en ligne sur le site du collectif. Je vous dis tout de suite, après les 2 interventions que je vais vous présenter dans un instant, que vous avez la possibilité de poser des questions. Alors, pour ceux qui nous regardent à travers Zoom, c'est le fameux Q et R que vous avez en bas à droite de votre écran. Et pour ceux qui nous regardent sur Vimeo, même chose, c'est poser votre question. Alors, il est soit en haut à droite, soit en haut à gauche, ça dépend de votre système d'exploitation. On va donc parler des conséquences du Covid, dans quoi le Covid surligne les enjeux de dénutrition. Nous allons le faire, et vraiment, je les remercie très chaleureusement, avec 2 intervenants. Marie-France Vaillant, qui est diététicienne au CHU de Grenoble, et Manuel Sanchez, qui est médecin, gériatre, nutritionniste à l'hôpital Bichat, assistance publique, hôpitaux de Paris. Je vais vous donner la parole dans un instant, mais avant, je veux juste, je vais y réussir bien évidemment, attirer votre attention sur une enquête que nous avons publiée hier avec la Fondation Jean Jaurès et l'Institut de sondage IFOP. Donc, je ne vais pas vous présenter tous les résultats de cette enquête. Ils sont assez intéressants sur la pratique de la pesée, sur la perception de la dénutrition, sur les idées fausses. Là aussi, vous retrouvez tout ceci sur le site du collectif de lutte contre la dénutrition. Mais juste 2 questions, vu le contexte un peu inédite que nous avons posées à l'occasion de cette enquête. Je balaye très rapidement, vous verrez en allant sur le site les résultats, la sous-estimation chronique de la part de nos concitoyens de l'ampleur de la dénutrition, par exemple, le fait que 8% des Français disent avoir été une fois dans leur vie diagnostiqués en état de dénutrition et 2% dans l'année écoulée. Tout ça étant cohérent avec les chiffres que nous portons au collectif sur plus de 2 millions de personnes concernées par la dénutrition, sur la faiblesse de la pratique de la pesée, notamment lors des consultations médicales. Mais moi, oui, sur le soutien aux propositions qui sont faites par le collectif. Et juste 2 questions qu'on a posées. On a d'abord demandé aux gens quel était leur état nutritionnel et on voit qu'on est à partir de la taille et du poids à environ 5% des gens qui sont en situation de dénutrition et que ça monte à 8% chez les personnes de plus de 65 ans. Donc, confirmation de ce sur quoi nous alertons. Et on a posé une question, voilà, on aura peut-être l'occasion de la commenter. On a demandé aux gens dans la mise en place du confinement depuis le mois de mars, quel a été leur statut nutritionnel, est-ce qu'ils ont perdu du poids. 70% nous ont dit qu'ils n'ont pas perdu de poids, mais par contre 30% des Français sondés ont indiqué avoir perdu du poids pendant le confinement et 7% d'entre eux indiquent avoir perdu plus de 5 kilos. Alors on ne fait pas de corrélation naturellement avec le Covid, mais avec des effets indirects liés à celui-ci. Par ailleurs, on a posé la question aux gens sur quel était leur statut
au regard du Covid, et 3% d'entre eux nous ont indiqué avoir eu le Covid confirmé par un test biologique et diagnostiqué par un médecin. Voilà, c'était juste pour attirer votre attention sur cette étude qui s'appelle la dénutrition, la maladie invisible du Covid. Mais pour en parler de manière plus experte que je ne peux le faire, je cède tout de suite la parole à Marie-France Vaillant, diététicienne au CHU de Grenoble. Et j'ai arrêté le partage. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gage. Donc, j'ai pris la main. Je pense que là, vous voyez le diaporama. Donc, nous allons faire donc, cette présentation en 2 temps. Je vais commencer par les données nationales qui sont issues d'une première étude unique sur nutrition et Covid et de réflexion d'expérience de terrain en tant que diététicienne. Et ensuite, je serai complétée par le docteur Sanchez qui reviendra sur les aspects maladie Covid, mais également sur les spécificités gériatriques du Covid. Nous proposons ensuite de répondre conjointement à toutes vos questions à la fin de nos 2 interventions. Alors, donc, je coordonne une étude qui s'appelle NutriCovid. C'est une étude nationale qui a été rendue possible grâce à l'implication de nombreuses équipes de nutrition. À savoir, nous avons réussi à mener cette étude dans 6 villes de France, donc Paris, Rouen, Rennes, Lyon, Toulouse et Grenoble. Et il y a eu 11 établissements de santé CHU qui ont réussi à participer à l'étude. Parmi les établissements parisiens, vous voyez sur la carte de France qui est sur la droite de la diapositive, il y avait 6 établissements de l'assistance publique hôpitaux de Paris, à savoir l'hôpital Bichat, l'hôpital Beaujon, l'hôpital Paul Brousse, la Pitié-Salpêtrière, Tenon et Saint-Antoine, ainsi que tous les autres CHU que vous voyez sur la carte de France. Alors, cette étude n'aurait pas pu être possible sans l'implication de tous les médecins et les diététiciens. Je tenais vraiment à remercier toutes ces équipes-là, ainsi bien sûr que les patients qui ont accepté de répondre à nos questions. Alors, cette étude s'est déroulée auprès de patients qui ont été hospitalisés avec un diagnostic avéré de Covid et qui sont rentrés ensuite à domicile. Ils ont été appelés 30 jours après leur sortie à domicile. C'est pour ça que c'est une étude qu'on appelle longitudinale et prospective. Prospective, pourquoi? Parce qu'elle s'intéresse donc à leur état de santé à l'hôpital et dans le temps, donc à 1 mois de la sortie. Longitudinale aussi sur cet aspect-là, et observationnelle parce qu'on a uniquement posé des questions à ces patients au travers d'un questionnaire téléphonique. Notre étude NutriCovid 30 a reçu toutes les autorisations éthiques suivant la loi Jardé pour pouvoir être menée auprès des patients qui ont été informés et ont donné leur accord pour participer à l'étude. Ils ont été hospitalisés donc sur toute la France, sur les CHU que je vous ai nommés, entre les mois de mars et mai 2020, c'est-à-dire pendant la première vague du Covid. Et ils ont été appelés 30 jours après leur sortie de l'hôpital, c'est-à-dire qu'ils ont été contactés pour les premiers au mois de mai et pour les derniers jusqu'à mi-juillet 2020. Les résultats donc, ont été soumis et sont en train d'être soumis à publication pour être soumis dans une revue internationale parce qu'on souhaitait vraiment porter à la connaissance de tous les conclusions et les tenants et aboutissants de cette étude. Et cette étude donc, sera communiquée également lors des prochaines journées francophones de nutrition qui auront lieu la semaine prochaine, évidemment en mode virtuel. Un petit souci. Voilà, pardon. J'ai eu un souci pour avancer la diapositive. Donc, nous avons réussi à inclure 403 patients sur tous ces lieux. Ces patients donc, ces 403 patients étaient représentés en proportion de 63% d'hommes et 37% de femmes. Ils avaient un âge moyen de 62 ans et le plus jeune d'entre eux avait 22 ans, le plus âgé 97 ans. Ils vivaient donc pour la plupart d'entre eux
à plusieurs à la maison, mais il y avait quand même un patient sur 5 qui vivait tout seul à domicile. En termes de répartition d'âge de ces patients, la moyenne d'âge était de 62 ans, mais la médiane d'âge était également de 62 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait 50% des patients qui avaient moins de 62 ans et surtout 50% des patients qui avaient plus de 62 ans. Donc ça, vous pouvez le voir sur l'histogramme qui se trouve au milieu de la diapositive, où on voit bien que la répartition et les classes d'âge qui sont importantes entre 60 et 80 ans en particulier. Ces patients ont séjourné à l'hôpital en médiane pendant 13 jours, c'est-à-dire encore une fois qu'il y avait 50% des patients qui ont séjourné plus de 13 jours à l'hôpital, sachant que le séjour le plus long a été de 97 jours pour un des patients qui a été interrogé. En termes de séjour à l'hôpital, certains sont passés en réanimation, à savoir un patient sur 3 a été en réanimation pendant son séjour à l'hôpital. Et il y a également un quart des patients qui a été ensuite en soins de suite et de rééducation avant de rentrer à la maison. Alors, je tiens à apporter une petite précision sur le fait que l'image qu'on va vous donner de ces patients hospitalisés avec un Covid est très particulière dans la mesure où tous ces patients sont rentrés à la maison et donc ils étaient relativement bien, c'est-à-dire qu'ils étaient certes suffisamment malades par le Covid pour être hospitalisés, mais finalement c'était entre guillemets les moins altérés parce qu'il y a beaucoup de patients que nous n'avons pas pu appeler donc, un mois après l'hospitalisation parce qu'ils n'étaient pas encore rentrés chez eux, ils étaient encore en soins de suite ou réadaptation, voire d'autres étaient encore hospitalisés. Toutefois, c'est quand même une image des patients hospitalisés Covid qui correspond à une grande partie, heureusement, de notre population. Alors, quels étaient les symptômes que ces patients avaient par rapport au Covid? Sur la gauche de la diapositive, vous voyez que massivement, 88 à 63% des patients avaient ressenti une extrême fatigue, de la fièvre, de la toux, une difficulté à respirer et des douleurs de tout type, que ce soit musculaires, crâniennes ou autres. Ça, ce sont des signes dont on parle énormément à la télévision, mais ces signes étaient accompagnés par d'autres signes spécifiques liés à l'alimentation. Donc 78% à 58% d'entre eux avaient eu une perte d'appétit, avaient ressenti des troubles digestifs. Pour beaucoup, c'était un type de diarrhée et des modifications du goût, voire de l'odorat. Ensuite, dans la dernière partie sur la droite de la diapositive, il y avait au moins 47 à près de 20% des patients qui ont ressenti des aversions alimentaires, donc des aliments qui n'avaient plus le même goût, qui n'arrivaient plus à manger, contrairement à d'habitude. Certains avaient des problèmes de bouche douloureuse, de langue pâteuse, d'autres ressentaient des nausées, ont eu aussi des vomissements, voire des difficultés à avaler et des difficultés pour boire. Tous ces symptômes réunis font que nos patients ont eu 70% de pertes par rapport à ce qu'ils mangeaient d'habitude. Donc les apports alimentaires de ces patients étaient réduits de 70% par rapport à leur état avant la maladie. En moyenne, qu'est-ce que ça a occasionné? Tous ces symptômes ont occasionné une perte moyenne de poids de 8% par rapport à leur poids habituel. 8% par rapport à leur poids habituel, ça représentait 6,5 kg de perte de poids en moins d'un mois, sachant que pour vous donner une idée, le cas le plus grave a été une perte de poids de plus de 30 kg qui représentait 32% de la perte de poids. Avec ça, pour rappel, le Covid-19 est une maladie aiguë inflammatoire respiratoire. Donc la perte d'appétit, la perte de poids et la maladie aiguë faisaient qu'on avait tous les critères réunis pour parler de dénutrition. Et ça représentait, cette dénutrition était présente sur mes 403 patients, sur 67% des patients, c'est-à-dire près de 7 patients sur 10 présenter une dénutrition au cours de leur hospitalisation pour Covid. Alors, comment assurer la prise en charge nutritionnelle d'un patient Covid? Clairement, il s'agit d'identifier les patients qui sont à risque très précocement pour mieux les prendre en charge.
précocement, c'est-à-dire identifier les patients qui, je dirais, ont déjà des troubles alimentaires, qui ont déjà une dénutrition, mais également, nous l'avons vu et nous l'entendons à la télé, et nous l'avons retrouvé dans notre étude, ces patients à risque sont aussi les patients diabétiques, les patients obèses. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Et également, essayer d'identifier quelles étaient les conditions qui limitent la prise alimentaire. Il y a eu cette période de confinement, la période de difficulté à approvisionner son réfrigérateur, le fait d'être malade et isolé, les patients ne pouvaient pas forcément se faire à manger facilement. Donc ça, c'est une condition qui est une condition aggravante par rapport à la dénutrition. Également, il s'agissait d'identifier rapidement les symptômes qui limitaient la prise alimentaire, et là, nous en avons parlé. C'est vraiment les modifications en termes de goût, d'odorat et les douleurs multiples liées à l'alimentation qui peuvent empêcher la prise alimentaire. Alors, par rapport à ça, il y a des actions qui sont possibles et qui sont adaptées. Il y a des actions et un traitement qui est vraiment nutritionnel. Par rapport à la fièvre, premièrement, donc, on a veillé et il faut veiller à augmenter l'hydratation et adapter l'hydratation des patients en fonction de la fièvre. Également, on sait que, et on voit au quotidien, que quand les patients ont des troubles respiratoires importants, une difficulté à respirer, l'alimentation et le fait de faire un repas les épuise, les fatigue, et il faut trouver des combines pour essayer de contourner cette difficulté-là. Et il s'agit pour nous de proposer aux patients des repas qui sont des repas plus petits. Également, si les repas sont plus petits en volume, il faut également les fractionner, c'est-à-dire manger beaucoup plus que 3 fois par jour et proposer des collations, notamment dans la matinée, dans la soirée, voire dans l'après-midi. Par rapport aux troubles du goût, de l'odorat, par rapport aux maux de gorge et aux difficultés que les patients avaient à avaler, clairement, il est important de chercher, de trouver avec eux des aliments qui soient faciles à manger, qui glissent plus facilement, voir si vraiment il y a des troubles importants de la déglutition, c'est-à-dire pour avaler, d'adapter la texture des repas qu'on donne aux patients. Donc, il y a des stratégies possibles et ces stratégies doivent être aussi adaptées à l'état digestif des patients. Comme je vous l'ai décrit, il y avait des diarrhées et il y a des diarrhées qui sont souvent accompagnées sur les premiers jours des symptômes des patients. Donc, il y a aussi des façons de limiter les aliments riches en fibres, mais là, sur un temps court, de façon à soulager les symptômes. Ces symptômes et cette prise en charge sont vraiment importants et il s'agit vraiment d'amener les patients à consulter un diététicien ou un médecin pour prendre en charge ces symptômes nutritionnels et pour éviter la dénutrition. Et tout ça passe par l'enrichissement de l'alimentation et par le recours, si besoin, aux compléments nutritionnels oraux, mais là encore, on va en reparler. Alors, l'enrichissement de l'alimentation, je vous ai mis sur cette diapositive un exemple de ce qui a été réalisé par nos collègues du CHU de Montpellier, donc l'équipe de diététique Covid+. Ils ont réalisé pour les unités de soins, en fait, une affiche qui constitue un moyen d'enrichir le plateau repas du patient. Donc, ça va, vous le voyez sur le haut de la diapositive, dans l'encart rouge, d'enrichir le plateau avec du beurre, du fromage, de la crème, mais ça peut être aussi de la confiture dans le yaourt, etc. Donc, il y a toutes sortes de façons d'enrichir les repas, que les patients mangent avec une texture entière, qu'ils mangent avec une texture mixée, donc ça c'est l'encart qui est vert au milieu de la diapositive, ou qu'ils mangent avec une texture mixée au petit déjeuner, c'est aussi possible. Donc il est vraiment possible de trouver des solutions pour adapter l'alimentation des patients, que ce soit à l'hôpital, mais aussi à la maison. Et également, je pense, par rapport au portage des repas à domicile pour les personnes âgées, il est tout à fait possible de compléter ces plateaux repas qui sont portés à domicile par des aliments qui vont enrichir l'alimentation et les propositions du repas. Alors voici là une affiche qui là été destinée, est destinée aux patients. Donc c'est celle que nous avons mise en place au CHU de Grenoble en partenariat avec l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes.
Ça, c'est la version 2 parce qu'en fait, on vient de l'adapter, bien sûr, malheureusement, à cette deuxième vague. Vous voyez que ce qui est important et le message qui est important est mis tout en haut. Il s'agit de bien manger pour aider à aller mieux. On insiste vraiment sur ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire les protéines, de trouver des solutions pour aider les patients qui n'ont pas très faim, proposer des collations, l'hydratation, s'adapter en cas de maux de ventre et de diarrhée. Je pense que c'est des messages qui sont tout simples, mais qu'il faut rappeler aux patients, parce que c'est vrai que c'est difficile de manger quand on n'a pas faim, quand on a de la fièvre. Donc, il s'agit vraiment de trouver des stratégies. Chose importante aussi, et vous le voyez tout en bas à droite de la fiche, il faut manger évidemment et proposer au patient de manger ce qu'il a envie et surtout de suivre ses conseils dans le mois qui suit, et c'est donc dans la période de convalescence de la maladie, parce que là encore, les conséquences nutritionnelles de cette perte de poids ne peuvent pas être rattrapées facilement et donc les efforts doivent être poursuivis et maintenus bien après l'arrêt des symptômes. Alors, pourquoi est-ce que cette période donc d'après-maladie est importante? Là, je reviens sur les résultats de l'étude NutriCovid. Donc, on a regardé quels étaient les signes persistants à 1 mois de la sortie de l'hôpital. Et là, on voit que, si vous vous souvenez, les signes, c'était au moins 88% d'extrême fatigue, de toux, de difficulté à respirer, de douleurs de tout type. Et ben, ces symptômes persistent et persistent pour la moitié des patients, et qui est vraiment à 1 mois de la convalescence, encore un grand handicap pour nos patients. Et également, tous les autres symptômes digestifs persistent à hauteur de 22 à 10%, c'est-à-dire que certains ont encore un appétit diminué, une modification du goût, de l'odorat et encore des difficultés en termes de déglutition et de difficultés en termes de bouche douloureuse ou pour boire. Donc ces symptômes-là doivent continuer à être pris en compte à au moins un mois après la sortie, voire plus. Les données qu'on a en termes de notre étude, c'est qu'à 1 mois de la sortie, un patient sur 4 est vite rassasié et n'a pas faim quand vient le repas suivant. Donc là aussi, il s'agit d'essayer de trouver des stratégies en termes de fractionnement et de stimulation surtout et d'aide auprès des patients. Ensuite, il y a plus d'un patient sur 3 qui a changé son alimentation suite au Covid, dont 60% d'entre eux qui ont dû l'adapter par rapport aux troubles qui ont été induits par le Covid. Donc, troubles induits, c'est la modification du goût, le changement en termes de troubles alimentaires et de texture des repas. Donc, on voit que le Covid a produit des modifications qui ont obligé les patients à changer leur façon de s'alimenter après le Covid. Ce que je ne vous ai pas mis là, mais on pourra en discuter aussi pendant la discussion, c'est que les 40%, eux, ont adapté une alimentation, entre guillemets, équilibrée, en tout cas plus équilibrée que celle qu'ils avaient avant leur maladie. Vous vous souvenez, il y avait 67% de patients qui étaient dénutris au moment de l'hospitalisation et pendant l'hospitalisation. 1 mois après la sortie, il y a encore 41% des patients, donc 4 patients sur 10, qui restent dénutris liés au Covid. Alors, les messages clés vraiment qui me paraissaient importants de vous dire aujourd'hui, c'est que par rapport à ces quelques premiers résultats de notre étude NutriCovid, il faut savoir que, et vous le savez et vous l'avez vu, la dénutrition touche vraiment tous les âges. Le risque de dénutrition est très important puisqu'il touche 7 patients sur 10 et encore 4 sur 10 à 1 mois de leur sortie de l'hôpital. Donc, il ne s'agit pas de minimiser une perte de poids, et en particulier chez les personnes à risque, que sont les personnes âgées, les personnes diabétiques, les personnes obèses. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, que l'alimentation, c'est avant tout un plaisir et la nutrition, c'est un traitement. Mais la question est de savoir finalement quelle nutrition on peut, en plus de celle que je vous ai citée, proposer aux patients.
pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que on se rend compte en fait qu'il y a actuellement un véritable paradoxe dans les messages qui sont donnés sur la nutrition et le Covid. Et bien sûr, ce paradoxe est lié notamment à cette période de confinement. C'est-à-dire qu'on entend des reportages, on lit des articles sur le confinement et la prise de poids et le fait qu'il faut éviter de prendre du poids par rapport au confinement. Mais également, de l'autre côté, je viens vous en parler par rapport au fait que le Covid ou la Covid-19 provoque une dénutrition qui elle-même provoque une perte de poids. Donc c'est vrai que c'est un véritable paradoxe parce qu'il s'agit pour tout un chacun d'arriver à distinguer le message entre dénutrition et Covid de celui de gare à la prise de poids pendant le confinement. Et je pense que ça, c'est un vrai facteur de confusion par rapport à ce qu'on doit faire pour son alimentation. Alors, si vous allez sur le site de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a des questions-réponses qui sont vraiment intéressantes, dont des questions-réponses qui concernent en particulier l'alimentation. À la fois sur les conseils d'hygiène dont on a beaucoup parlé, à savoir quelles mesures d'hygiène il faut prendre en lien avec le Covid, mais par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est abordé certains éléments qui sont quelles sont les preuves actuelles que l'on détient sur la prévention et le traitement du Covid par rapport à l'alimentation. Puisque je vous disais que l'alimentation et la nutrition étaient un traitement, la question c'est est-ce qu'il y a des aliments qui sont spécifiques, qui agiraient sur le système immunitaire pour pouvoir aider ou prévenir ou traiter la Covid-19. Ça, c'est des questions qu'on nous pose souvent, qu'on lit aussi dans les magazines. De la même façon, une autre question, c'est est-ce qu'il existe des suppléments alimentaires en termes de vitamines et de minéraux? Est-ce qu'il existe des tisanes, des suppléments à base de plantes qui seraient susceptibles d'être des traitements, et des vrais traitements de la Covid, voire des épices. Et notamment, ce qui est cité, c'est le piment fort, parce que le piment contient une substance qui s'appelle la capsaïcine, qui a des propriétés, de la même façon qu'on sait que le gingembre ou l'ail ont des propriétés en termes antibactériennes notamment, voire anti-inflammatoires pour certains. Beaucoup de personnes se sont posé la question de qu'est-ce qu'il faut prendre en termes d'alimentation contre le Covid. La réponse actuelle de l'OMS, c'est qu'il n'y a aucune preuve spécifique de ces aliments et de ces autres composés que je vous ai cités auparavant par rapport à la prévention et au traitement de la Covid-19. Mais ce qu'on sait aussi, évidemment, et c'est vraiment une question de bon sens, c'est qu'une alimentation variée et équilibrée est fondamentale à la fois pour le bon fonctionnement de l'organisme, mais à la fois pour le système immunitaire. Donc, je pense qu'il est vraiment peut-être bien de penser qu'une alimentation variée et équilibrée apporte ce qu'il faut, mais qu'il n'y a probablement pas de produit, entre guillemets, miracle ou autre pour pouvoir, pour l'instant, prévenir et traiter la Covid. Alors, il est paru au niveau du site ministériel du Programme national nutrition santé manger bouger. Il vient de sortir en fait un petit livret, et c'est disponible en ligne, de 50 astuces pour manger mieux et bouger plus au quotidien. Il faut juste encore une fois arriver à distinguer les documents et les messages qui arrivent. Cette parution, elle est importante et elle a sa place. Elle a été produite dans le cadre du confinement, mais elle a été produite dans un optique d'équilibre et de conservation du poids, voire de perte de poids. Par rapport à nos patients Covid, ce qui est important, c'est de prioriser les conseils vraiment en fonction du patient, de son âge, de son contexte de vie, de la gravité des conséquences de la maladie. Il faut savoir finalement orienter comme il faut le patient. Et là, il y a toute une chaîne de personnes qui sont solidaires et mobilisées en ville comme à l'hôpital, hein, les diététiciens, les médecins, les pharmaciens, les aidants, qu'ils soient professionnels ou naturels, et les kinésithérapeutes sont là pour aider les patients par rapport à cette maladie, aussi par rapport à la phase de convalescence.
Je voulais vous mettre cette petite diapositive parce que tout simplement, donc ça c'est un site qui s'appelle gouv.app qui a été mis en route sous le patronage du ministère des Sports parce qu'on ne peut pas récupérer sa force et ses capacités après la maladie de Covid uniquement par l'alimentation. Il faut aussi faire de l'exercice physique pour faire du muscle et là le docteur Sanchez va vous en parler. Et donc, voilà, ça c'est un site qui est officiel, qui propose des activités physiques sur des thématiques très différentes, l'assouplissement, le renforcement musculaire, mais il y a également des thématiques qui sont spécifiques pour les seniors avec, si on rentre un petit peu, c'est la droite de ma diapositive, différentes séances qui sont proposées avec différents échauffements et autres qui sont là aussi adapté aux seniors avec possibilité notamment de faire certains mouvements assis quand le patient ne peut pas se mobiliser. Voilà pour ma partie. Je vais passer et redonner la main au docteur Sanchez. Merci beaucoup, docteur Sanchez. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais partager mon écran. Alors, voilà, donc j'espère que vous voyez tous l'écran. Donc, je remercie beaucoup Marie-France Vaillant pour nous avoir montré donc, ces données de l'étude Nutri-Covid-30 hein, qui a confirmé vraiment l'impression qu'on a eue très rapidement lors de la première vague, que la Covid-19 était une maladie vraiment associée à un risque nutritionnel important et que beaucoup des patients hospitalisés donc, pour ces formes modérées à sévères avaient les critères de dénutrition. Donc moi, je vais reprendre un petit peu des choses qui ont déjà été dites et puis essayer d'aller un petit peu plus spécifiquement sur les personnes âgées. Alors oui, la Covid-19 est à risque majeur de dénutrition. Pourquoi ? Parce que, comme l'a déjà expliqué Marie-France, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part la maladie qui fait que elle peut s'accompagner d'une perte d'appétit importante. On l'a vu très fréquemment d'une asthénie majeure qui va limiter les prises alimentaires. Et puis pour certains patients, et y compris chez les personnes âgées, puisqu'elles ne vont pas forcément le rapporter spontanément, mais quand on leur a posé spécifiquement la question, on a retrouvé également des pertes d'odorat, des pertes de goût. Et donc tout ça va, en plus de troubles digestifs également qui sont plus fréquents chez les sujets âgés, vont limiter les prises alimentaires. Et de l'autre côté, la Covid-19, c'est une augmentation importante des besoins en énergie, en protéines de l'organisme, puisqu'il y a chez ces patients qui ont une forme modérée à sévère des signes respiratoires, donc une augmentation de la dépense énergétique liée à la détresse respiratoire. Et puis, c'est une maladie inflammatoire qui va entraîner un hypercatabolisme, notamment musculaire important. Et puis, l'autre point important, c'est que cette maladie, elle va toucher dans sa forme plus sévère, des patients qui, jeunes comme âgés, ont des facteurs de risque de dénutrition, soit par leur âge, mais surtout par leur comorbidité, que sont les maladies cardiaques, pulmonaires, l'insuffisance rénale, le diabète, et l'obésité avec des comorbidités qui sont des facteurs de risque de dénutrition. Et donc, c'est important quand même de vraiment insister, puisque comme l'a bien souligné Marie-France, on en a parlé beaucoup de surpoids, de prise de poids, mais on a peu parlé de dénutrition, on a beaucoup parlé de ces patients plus fragiles, de ces patients qui avaient des séquelles. Et en fait, il y a quand même un mot qui doit revenir quand même maintenant très fréquemment, c'est que ces patients, ils sont à très haut risque de dénutrition et beaucoup se sont dénutris. Et la dénutrition, c'est une vraie maladie qui influence le pronostic de la Covid-19 et les capacités de récupération. Alors, vous avez peut-être aussi bien entendu, et maintenant on le sait, que cette maladie, elle se présente sous deux phases. Donc, pour la forme qui va nécessiter l'hospitalisation, finalement, l'hospitalisation intervient en début de deuxième phase. C'est la phase qu'on dit d'orage cytokinique ou de phase inflammatoire, donc pour la majorité des patients. Mais cette phase a été précédée, et quand on interroge les personnes, par une phase virale qui va durer une grosse semaine, parfois une dizaine de jours. Et cette phase virale, elle est déjà accompagnée des symptômes de fièvre, de douleurs articulaires, d'asthénie,
peut-être des troubles digestifs. Et donc, ça va être très important de déjà rechercher les freins à l'alimentation qu'il y a eu dans cette période et éventuellement une perte de poids qui précède l'hospitalisation. Et puis, dans la phase inflammatoire, finalement, il y a souvent une récidive de fièvre. Les patients sont très souvent déshydratés, hypotendus, très fatigués. Ils peuvent présenter plus spécifiquement chez les personnes âgées une confusion. Ils ont évidemment une hypoxie et des besoins importants en oxygénothérapie. C'est pour ça qu'ils sont hospitalisés et ça va influencer grandement les prises alimentaires. Ils ont un syndrome inflammatoire marqué et une corticothérapie qui fait partie maintenant des traitements donc, qui ont montré une certaine efficacité dans cette phase. Et donc, ça va favoriser l'hypercatabolisme et notamment la perte musculaire. Et puis, ce que je n'ai pas mis là, c'est que, évidemment, avec tout ça, ils sont très souvent cloués au fond du lit. On va voir qu'il faut essayer de lutter contre ça, mais finalement, l'immobilisation et l'alitement, même sur une période de quelques jours, va suffire pour vraiment aggraver la perte musculaire. Donc, ces sujets âgés, ils ont un petit peu la double peine puisqu'ils ont le facteur de risque d'avoir une forme plus grave et puis ils peuvent avoir des comorbidités en termes de dépendance, peut-être des troubles cognitifs, une polypathologie, une polymédication qui sont autant de facteurs de risque de dénutrition. Dépendance et troubles cognitifs sont des facteurs majeurs de risque nutritionnel. Ils ont donc malheureusement plus de malchance de faire une forme Covid grave, donc d'être hospitalisés, d'avoir de l'oxygène, d'avoir ces traitements et cette inflammation et l'alitement qui vont favoriser l'hypercatabolisme. Et ils ont une anorexie, on a vu, qui touchait quand même toutes les formes d'âge, mais qui peut-être qui était déjà présente avant l'hospitalisation pendant plusieurs semaines liées au confinement chez ces patients. Et ils peuvent être, on le sait, déjà dénutris, puisqu'on sait que près d'un patient sur deux hospitalisé, âgé, en temps, on va dire, hors Covid, est déjà dénutri à l'entrée à l'hôpital. Et forcément, avec la Covid, on voit que finalement, les chiffres sont plus élevés. Ils vont présenter une perte de poids, donc souvent, qui précède l'hospitalisation. Et cette perte de poids a tendance à s'accélérer pendant cette phase inflammatoire. La Covid grave est donc un facteur étiologique majeur de risque de dénutrition. Et puis, même si on va manquer de données scientifiques, mais on peut tout à fait imaginer que la dénutrition est un facteur aggravant et pronostic important de la Covid. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a pu faire pendant la première vague et puis qu'on doit faire pendant cette deuxième vague chez ces patients âgés, donc qui sont très souvent hospitalisés hors réanimation dans des unités Covid. Et comme l'a bien dit Marie-France, l'alimentation est rendue difficile par l'anorexie, par finalement une oxygénothérapie qui est continue, par la difficulté à faire des repas prolongés parce que, je veux dire, c'est très pratique. Quand on a un malade qui est sous 6 litres d'oxygène, il a un masque. Et évidemment, pour manger, on va devoir passer l'oxygène du masque à des lunettes pour qu'il puisse manger. Et ce temps, il va être assez court parce qu'on ne peut pas forcément… on va apporter moins d'oxygène pendant cette période. Donc, il a fallu évidemment privilégier les petites portions, très denses en énergie et surtout des apports protéiques importants et répétés dans la journée. Il fallait adapter les textures, soit parce qu'il y a des troubles de déglutition dans cette population, mais aussi des personnes qui n'avaient pas de troubles de déglutition. Il est intéressant de se poser la question d'adapter transitoirement les textures parce que ces personnes-là avaient très fréquemment un état buccale détériorée par, encore une fois, les traitements, l'oxygène haut débit, donc une sécheresse, beaucoup de mycose orale qu'on a pu constater. Donc, forcément, les compléments nutritionnels oraux dans des formes compactes peuvent être vraiment utiles à condition qu'on en donne suffisamment en plus de l'alimentation pour vraiment augmenter significativement les apports.
une hydratation suffisante était nécessaire. C'est aussi des malades qui ont nécessité une hydratation sous-cutanée ou intraveineuse, puisqu'ils ne pouvant pas suffisamment s'hydrater par voie orale, et les efforts respiratoires favorisaient la déshydratation. Et puis, une recharge en vitamines, en oligo-éléments. On va revenir un petit peu sur la vitamine D, mais qui est un petit peu dans l'actualité Covid aussi récemment. Les recommandations qui ont été faites, c'est après un échec finalement de cette prise en charge orale maximale avec des apports qui resteraient très faibles, il faut envisager une nutrition entérale. Mais en pratique, dans cette phase très aiguë, elle a été, je pense pour tout le monde, très, très difficile à mettre en œuvre, puisqu'on imagine bien qu'une personne qui n'est pas en réanimation, donc qui n'est pas sédatée, avoir une nutrition entérale dans un état de détresse respiratoire est extrêmement, extrêmement compliqué. Et donc finalement, ce qu'on a vu chez la majorité des patients, c'est que malgré tous les efforts, il y a plutôt une tendance à perdre du poids, et c'est ce que montre aussi l'étude NutriCovid-30. Donc il y a une perte de poids, et l'idée c'est de limiter au maximum cette perte de poids. Et la période donc de convalescence est d'autant plus importante finalement que cette période très aiguë où on est très actif. Donc, il ne faut pas oublier que finalement, le risque nutritionnel, il persiste plusieurs semaines, peut-être voire plusieurs mois chez les personnes âgées après une phase aiguë. On sait que ces personnes âgées sont beaucoup plus à risque de risque nutritionnel persistant parce qu'ils ont une dysrégulation de l'appétit, c'est-à-dire que finalement, une restriction des apports alimentaires très importante. Et on voit qu'il y a une baisse de 70% dans l'étude NutriCovid-30 des apports alimentaires par rapport à d'habitude, donc c'est majeur. Même sur une période de 1 à 2 semaines, ça va induire finalement une dysrégulation de l'appétit, donc ils ne vont pas réussir à récupérer un appétit correct dans les semaines qui vont suivre. Et là où des personnes plus jeunes, finalement, lorsque les symptômes de la Covid s'amendent, vont avoir plutôt récupéré de l'appétit pour certains et être capables de récupérer rapidement leur poids de forme, même si ce n'est pas si évident chez les personnes jeunes, les personnes âgées vont avoir un retard majeur à la récupération du poids de forme. Et donc, qu'ils soient rentrés à domicile ou en soins de suite pour les formes, on va dire, les plus graves qui ont nécessité de poursuivre la prise en charge en soins de suite et réadaptation. Et là, il y a vraiment un temps fort pour une prise en charge nutritionnelle. Peut-être vraiment envisager la nutrition entérale dans cette phase où, par définition, il y a une stabilisation respiratoire, mais une perte de poids peut être importante. Et s'il y a des critères de dénutrition sévère, eh ben, il faut discuter avec le patient en équipe d'une nutrition entérale, peut-être transitoire, pour aider à récupérer un bon état nutritionnel. Dans ce contexte-là, je voulais juste vous rappeler, vous signaler qu'il faut faire attention quand même au syndrome de renutrition inappropriée, qui finalement n'est pas rare dans des situations comme ça, très aiguës, où il y a eu une baisse importante des apports alimentaires pendant plusieurs jours. Et donc, il faut, pour le prévenir, au minimum, avoir une surveillance biologique rapprochée, notamment du phosphore et du potassium. Et puis, l'activité physique et la prise en charge motrice des patients, elle est primordiale dès la phase aiguë, puisqu'il va falloir en phase aiguë vraiment lutter contre cet alitement permanent, mettre les patients au maximum au fauteuil, rien que ça va aider à limiter la perte musculaire. Et puis, dès que leur état le permet, introduire progressivement une activité physique et une prise en charge de kinésithérapie avec renforcement musculaire qui va avoir, on le sait, une action synergique pour la récupération des muscles avec des apports en protéines importants. Et donc, à domicile, c'était important d'imaginer une organisation pour pouvoir poursuivre une prise en charge à domicile. Évidemment, prescrire des compléments nutritionnels à la sortie, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment éduquer le patient pour que l'observance soit la plus bonne possible. Et puis, si possible, c'est ce qui a été recommandé lorsque ça a été possible, mis en place, organiser des consultations diététiques avant la sortie, puis un suivi téléphonique rapproché. Encourager le patient à poursuivre sa surveillance pondérale et surtout de l'expliquer que c'est normal et souhaitable qu'il récupère finalement son poids de forme et pas qu'il se contente
d'avoir perdu du poids et d'être content pour cela. Et finalement aussi s'appuyer sur la médecine de ville qui doit être sensibilisée à peser le patient et à réévaluer l'état nutritionnel au moins un mois après la sortie. Et donc, prévenir la dénutrition en post-Covid, c'est aussi, je pense, puisqu'on a vu que c'est une maladie qui a un retentissement majeur sur la perte musculaire, notamment du fait de cette perte de poids rapide et de cet hypercatabolisme, et ben, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'on peut dépister finalement cette perte de masse et de force musculaire, donc la sarcopénie, par des outils simples. Alors, vous avez un questionnaire qui, en 5 questions, permet de dépister le risque de sarcopénie. Donc, il faut interroger le patient sur sa capacité à transporter une charge, un demi-pack d'eau, par exemple, traverser une pièce, donc est-ce qu'il a plus de difficultés pour se déplacer dans son appartement, se lever d'une chaise, monter un étage, et évidemment s'il a fait des chutes depuis sa sortie. Et donc, s'il a des difficultés avec un score supérieur ou égal à 4, il a potentiellement une sarcopénie. Et ça peut faire l'objet d'un dépistage plus poussé, par exemple en consultation, pour évaluer sa force musculaire, qui pourrait être évaluée plus simplement par le test des 5 levées de chaise, et puis évaluer un petit peu ses performances physiques, et comme ça, pouvoir se mettre des objectifs finalement d'activité physique et encourager le patient à finalement faire de l'activité physique et poursuivre une kinésithérapie qui a éventuellement été mise en place. Je voulais juste signaler que chez les sujets âgés spécifiquement, il y avait des projets en cours, par exemple le projet Covinus qui va s'intéresser aussi à ce post-Covid chez les sujets donc, âgés, Covid plus ou Covid moins, 3 mois après une hospitalisation, pour essayer de comparer leur état nutritionnel. Et donc, cette étude est en cours pendant malheureusement cette deuxième vague de coronavirus. Et puis, personnes âgées, on a vu qu'il y avait aussi un autre risque nutritionnel qui n'est pas forcément lié uniquement à l'atteinte Covid, c'est aussi lié beaucoup au confinement, notamment au confinement en EHPAD. Donc, on a vu que les EHPAD pouvaient être lourdement touchés par des clusters épidémiques, mais aussi que le confinement en EHPAD, que ça soit le confinement en chambre qui peut avoir une répercussion importante sur les prises alimentaires, mais aussi la restriction, voire l'interdiction des visites qui forcément va avoir un retentissement psychologique et un risque nutritionnel, m'invite à rappeler qu'il faut s'assurer dans ces établissements que les équipes sont bien formées à repérer et à dépister la dénutrition. Et les recommandations vont toutes dans le sens d'un repérage et d'un suivi renforcé pendant cette période. Qu'on ait ou pas d'ailleurs des cas Covid dans l'EHPAD, mais même s'il n'y a pas de cas Covid dans l'EHPAD, en période de confinement, il va être recommandé de surveiller beaucoup plus rapide, beaucoup plus précocement l'état nutritionnel et plus fréquemment, et notamment une surveillance du poids 1 fois par semaine va être recommandée. Et alors, surveiller, ce n'est pas tout, c'est important vraiment de signaler et de pouvoir adresser les patients pour une consultation ou pour une prise en charge si on détecte une perte de poids et qui ne s'améliore pas malgré la mise en œuvre des dispositifs et des plans de support nutritionnel qui sont déjà présents dans l'établissement. Donc, toute perte de poids doit vraiment alerter et j'ai envie de dire que le patient soit Covid ou non, il ne faut pas négliger les patients évidemment Covid qui n'ont pas le Covid mais qui sont dans cette phase, qui sont confinés dans leur établissement. Donc, au mieux, il faut respecter tant que possible les habitudes alimentaires des résidents. Si possible, garder vraiment les présentations habituelles. On sait que ça influence quand même les prises alimentaires. On sait que le repas en communauté n'est pas forcément toujours possible dans les périodes de circulation importante du virus, mais il va falloir trouver des moyens astucieux pour que le repas en chambre et le confinement en chambre soit plus facile à supporter. Et puis donc surveiller le poids, mais pas uniquement, surveiller les apports alimentaires, par exemple avec les retours assiettes.
veiller au maintien d'une aide suffisante pour les personnes qui en sont dépendantes pour l'alimentation et cette surveillance hebdomadaire du poids. Et chez les sujets finalement qui vont être aussi confinés à domicile, des choses simples, de rappeler quand même à ces sujets autonomes mais qui sont fragilisés par le confinement, des recommandations du plan national nutrition santé qui nécessitent donc des apports de féculents, donc d'énergie à chaque repas, mais aussi des apports protéiques plus importants que la population générale, avec des laitages 3 à 4 fois par jour et viande, poisson, œufs 2 fois par jour. Et les alerter sur une surveillance régulière du poids et maintenir tant que possible une activité physique. Et Marie-France nous a montré des astuces pour faire de l'activité physique à domicile, mais aussi finalement, en prenant toutes les précautions, s'autoriser quelques sorties si possible dans la journée. Supplémentation en vitamine D, aussi recommandée de toute façon dans cette population. Et puis, chez les sujets dépendants, il va falloir s'assurer de la continuité du système d'aide. Et c'est vraiment un risque majeur pendant cette période parce qu'il y a beaucoup de soignants qui tombent malades, y compris à domicile. Il y a, quand on interroge, nous, les patients en consultation, des fois des ruptures de suivi et qui ont un retentissement important. Évidemment, il y a une balance bénéfice-risque qui est difficile à juger, mais il faut, avec des mesures barrières renforcées, essayer de s'assurer des aides, du maintien des aides à domicile, d'un approvisionnement suffisant, d'une capacité préservée à la préparation des repas. Il peut y avoir des portages de repas transitoires là aussi qui peuvent être proposés. Et là aussi, une surveillance hebdomadaire du poids par le patient s'il le peut ou ses aides. Vitamine D et Covid, je voulais juste vous dire que finalement, parce qu'il y a beaucoup de publications qui finalement sortent récemment là sur cela. Alors la vitamine D, c'est son récepteur a un facteur de transcription qui est impliqué dans l'immunité cellulaire et humorale et la réponse immunitaire, en plus d'un bénéfice osseux et musculaire qui est déjà connu. Des effets ont été observés, donc bénéfiques sur le plan observationnel, donc avec des carences en vitamine D qui sera associée à une augmentation soit du risque de grippe, mais plutôt chez l'enfant, ou d'exacerbation grave chez l'adulte de BPCO. Le message important, c'est qu'on manque de preuves quand même. Il n'y a pas d'essai randomisé à ce jour qui montre qu'il faut que c'est bénéfique sur le plan de la Covid. Et il y a de nombreux facteurs confondants, dont l'âge, le diabète, la couleur de peau, dans beaucoup d'études qui montrent que finalement, cette carence en vitamine D est pas forcément, peut être associée à la gravité de la maladie par d'autres moyens. Néanmoins, confinement plus sujet âgé plus période hivernale veut dire de toute façon supplémentation en vitamine D. Donc, il faut veiller à ce que vos patients, les personnes que vous allez être amenés à voir en situation ou à conseiller soient bien supplémentées pendant cette période. Donc, en conclusion, la Covid grave chez les sujets hospitalisés nécessite de maintenir tant que possible des apports caloriques en phase aiguë et surveiller la perte de poids qui est donc très fréquente, qu'on va essayer de limiter. Il faut s'assurer des apports protéiques très importants et une mobilisation précoce pour limiter la fonte musculaire. Il faut recharger en vitamine D ces patients. La prise en charge nutritionnelle post-Covid est, je pense, un point clé qu'il ne faut vraiment pas négliger, soit en soins de suite ou après le retour à domicile. Lorsqu'on est pour les résidents en EHPAD qui sont très fragiles, le suivi du poids hebdomadaire est recommandé. Toute perte de poids doit alerter et il faut une vigilance accrue pour les patients les plus fragiles, notamment qui sont déjà dépendants pour l'alimentation. Enfin, à domicile, c'est l'occasion de rappeler les conseils nutritionnels simples pour les personnes, on va dire, les plus robustes, mais qui sont fragilisées par le confinement. Et lorsqu'il y a des systèmes d'aide à domicile, de veiller à ce que ces systèmes perdurent pendant le confinement, avec toutes les gestes barrières possibles, afin que ces sujets dépendants ne soient pas en difficulté. Voilà, je voulais aussi vous dire qu'il y avait des ressources utiles. Les recommandations sont intervenues pendant la première vague. En cours de vague, c'est normal parce que tout le monde a été pris de court. Mais là, il y a quand même beaucoup de recommandations qui sont déjà bien implémentées pour cette seconde vague. Donc, que ça soit des réponses rapides et des travaux de la Haute Autorité de Santé, que ça soit évidemment les fiches, 20 fiches très pratiques qui ont été développées par la SFNCM et qui sont donc disponibles évidemment sur leur site. Et puis aussi de nombreuses autres recommandations, notamment d'autres sociétés savantes qui sont pour les patients diabétiques, la Société française de nutrition,
la Société française de diététique et de nutrition. Voilà, je crois qu'on a un petit peu de temps, j'étais un petit peu trop long, mais pour répondre à vos questions. On peut enlever la question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je crois que c'était en effet très complet. Il nous reste quelques minutes. Moi j'ai une première question et qui est d'ailleurs en résonance avec une de celles qu'on a reçues. Beaucoup des recommandations que vous faites sur les conditions de prise en charge et d'accompagnement passent par une intensification justement de cette veille, de cette surveillance de l'état nutritionnel. Et voilà, je ne sais pas si c'est une question, c'est plus aux soignants que je m'adresse qu'aux chercheurs respectifs. C'est que les commentaires que nous font les uns et les autres, dans la période, la ressource humaine pour intensifier cette surveillance accrue, elle n'est pas disponible parce que moins de personnel, du personnel absent parce que touché par la pathologie, sollicité par l'accompagnement de celle-ci. Donc là, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une autre injonction contradictoire du Covid, qui est que plus de besoins de prévention, de surveillance, de veille pour éviter les situations de dénutrition, mais moins de gens, que ce soit en EHPAD ou dans les services hospitaliers, pour la faire? Alors, ça, vous avez raison, que ce soit les EHPAD et on le voit dans l'actualité, les hôpitaux, cette deuxième vague est caractérisée par aussi pas du tout un renfort en personnel, mais plutôt une diminution des personnels parce que la vague touche vraiment toutes les régions, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées et parce que les soins courants sont maintenus. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Ça, c'est vrai que les recommandations, elles sont là pour essayer de mettre vraiment en évidence qu'est-ce qui peut être très important et qu'est-ce qui peut être utile pour ces malades. Je voulais le rappeler, il y a à ce jour, à part des données qui peuvent être encourageantes sur la corticothérapie et l'anticoagulation, on n'a pas de traitement curatif de cette maladie qui améliore de manière spectaculaire le pronostic. Et donc, peut-être quand même que la nutrition est un levier vraiment important. Donc, certes, on sait que c'est très difficile, mais finalement, puisqu'il faut mobiliser ces patients, il faut en profiter pour les peser. Et je pense qu'il y a des efforts vraiment importants qui doivent être mis sur la nutrition, avec évidemment les moyens qu'on a. Mais le but des recommandations, c'est vraiment de pointer du doigt qu'est-ce qui peut être très utile pour ces patients, encore une fois, dans le cas d'une maladie grave pour lequel il n'y a pas de traitement curatif à ce jour. Alors, peut-être juste pour compléter la réponse de Manuel, il faut savoir que pendant la première vague, les hôpitaux ont essayé de pallier à tout ça en changeant et en proposant pour certains des menus enrichis systématiquement aux patients des unités Covid et en mettant en route systématiquement aussi des compléments nutritionnels oraux. Pendant la première vague aussi, il y a eu certains hôpitaux dans lesquels l'accès aux services par les diététiciens n'avait pas été rendu possible. Ce n'est pas du tout le cas, en tout cas pour la deuxième vague. Donc je pense que là aussi, les consciences par rapport à l'intérêt d'avoir un soutien nutritionnel, d'avoir des personnes pour les prendre en charge ont évolué entre la première et la deuxième vague. Alors, une autre question sur justement ceux de ces professionnels qui sont mobilisés dans l'accompagnement et la prise en charge après sa survenance de la dénutrition. On sait que c'est un sujet multiprofessionnel, les diététiciens, les médecins nutritionnistes, l'ensemble du corps médical, mais que beaucoup de spécialités sont aussi sollicitées. On nous demande si vous n'avez pas évoqué dans vos présentations les orthophonistes, pourtant essentiels à la fois sur la prévention et aussi sur la rééducation. Est-ce que vous avez un commentaire? Alors là, moi, je parle de l'expérience que je vais avoir à Bichat. Et les orthophonistes sont évidemment extrêmement essentiels, mais ils sont encore plus touchés par la pénurie de personnel que les diététiciennes à l'hôpital. Je pense qu'en EHPAD, ça va être pareil. Donc, en fait, là, on a vraiment très peu de ressources. Mais effectivement, si on a accès à ces ressources, il faut s'appuyer pour notamment aider à l'adaptation des textures. Mais encore une fois, oui, comme l'a dit Marie-France, de toute façon, si on n'a peut-être pas les moyens de tout de dépister convenablement, il faut mettre en place des stratégies systématiques du coup, pour augmenter au maximum les apports.
Et finalement, il y a aussi beaucoup de patients qui étaient très faibles, mais qui étaient capables de suivre des consignes s'ils avaient accès à l'alimentation, de retirer leur masque à oxygène, de prendre des portions assez denses, etc. Donc, il faut, c'est difficile, mais il faut essayer de trouver des stratagèmes pour quand même appliquer un petit peu ces recommandations du mieux possible. Mais évidemment, oui, les orthophonistes, si on a accès à des orthophonistes, c'est primordial. Très bien. Écoutez, on est des gens de parole. On avait dit 1 heure de webinaire. Merci aux nombreuses personnes qui sont connectées et à celles qui vont pouvoir le revoir en rediffusion. Alors, une dernière question qui est arrivée. Alors, je vais pas la louper, mais moi, je ne l'ai pas. Alors, je suis dans ouvrir. Alors, pardon. Voilà, le lien ville-hôpital pour les diététiciennes en libéral entre les services hospitaliers et les professionnels libéraux. Et de manière générale, et ça fait un élément transversal, en fait, la problématique posée par le Covid, on le sait depuis le début de cette crise, elle surligne des problématiques qui préexistaient à la crise du Covid. La pénurie ou l'insuffisance de nutritionnistes ou diététiciens pour accompagner la dénutrition, orthophonistes qu'on vient de mentionner, et l'articulation ville-hôpital. Votre commentaire à l'une et à l'autre? Vas-y, Marie-France, commencer. Ouais, la pénurie, oui, c'est clair qu'il faut une meilleure articulation entre la ville et l'hôpital. On a des diététiciens en ville qui sont formés pour la prise en charge de la dénutrition. On pense tous souvent diététicien en libéral égale régime amaigrissant, mais ils font pas que ça. Donc, je pense qu'en effet, il faut faire appel aux ressources des diététiciens en libéral en complément de ceux de l'hôpital, ça c'est clair. Et moi, je voulais aussi compléter que cette période nous a montré aussi qu'on était capable de faire des choses en distanciel. Alors, sans que ça soit forcément complètement de la téléconsultation avec le cadre réglementaire, mais déjà simplement de la consultation par téléphone et des appels téléphoniques, qui évidemment est un moyen de toucher plus de monde en respectant les risques sanitaires, probablement est très utile aussi. Donc, ça nous a permis aussi de changer aussi notre façon de faire. Après, le lien ville-hôpital, effectivement, c'est un gros problème. En gériatrie, on a la chance, entre guillemets, de déjà avoir, avant ces vagues, avoir un lien particulier avec les médecins généralistes de notre territoire, parce qu'on a des systèmes d'admission directe des patients qui existent souvent depuis longtemps dans nos services. Et on sait que, voilà, on a vu pendant le Covid, ça a quand même été un petit peu difficile de mettre en place tous ces systèmes. Voilà, on ne peut pas revenir dessus, mais pendant cette deuxième vague, j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu mieux parce qu'il y a beaucoup plus de tests, beaucoup plus de fluidité, les gens se connaissent mieux, donc on arrive à faire un peu plus de liens. Mais on est d'accord que, par exemple, faire du lien entre diététiciennes et diététiciens hospitaliers et de ville, ça serait très utile. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Marie-France Vaillant, notamment de nous avoir présenté en avant-première les résultats de NutriCovid avant, en effet, cette communication aux journées francophones de la nutrition la semaine prochaine. Merci, Docteur Sanchez. Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous, d'abord toute la semaine, sur les nombreux événements organisés partout en France, dans les EHPAD, dans les centres hospitaliers, avec notamment mon point d'indicateur de taille. Vous voyez derrière nous les kakémonos qui sont dans beaucoup de services hospitaliers, avec aussi toutes les ressources numériques que vous avez sur le site internet lutte contre la dénutrition.fr, et puis les initiatives de collectivités locales, d'associations, bref, il y a une carte de France avec plus de 2500 actions qui ont quand même pu être maintenues. Dans les ressources numériques, donc, on se retrouve lundi prochain à 11h, donc le 16 novembre, pour parler de dénutrition et personnes âgées, notamment avec le professeur Agathe Reynaud-Simon du collectif de lutte contre la dénutrition. Et je termine donc en remerciant tous ceux qui nous ont permis et rendu possible ce moment-là. Et vraiment, c'était très fluide techniquement, au-delà de la qualité des interventions. Et donc, je veux remercier Isabelle Piot et toute l'équipe d'Idéalco qui vraiment nous accueille de manière très sympathique. Et moi, je veux remercier les équipes du collectif, Ludmila Charlier et Christelle Césari, qui nous ont aidés à préparer ce webinaire. Portez-vous bien et à lundi prochain. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.